Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui est la culture d'entreprise à la police, plus communément appelée la culture policière. Si vous voulez savoir pourquoi certaines zones de police fonctionnent mieux que d'autres, si vous êtes curieux des mécanismes structurels qui influencent le comportement et la vie des policiers au quotidien, ou si vous vous intéressez simplement au service public le plus critiqué de l'histoire, vous êtes au bon endroit. Je me présente, j'ai travaillé pendant 8 ans à la police dans des services d'intervention, de maintien de l'ordre et de police judiciaire. L'idée de ce podcast est de parler de la police sous un autre angle, d'en faire découvrir ses bons et ses mauvais côtés, mais surtout de donner la parole à des policiers, car de nos jours, tout le monde parle de la police. Les médias, les politiques, on parle de nous au café, dans son canapé, entre amis, mais les seuls que vous n'entendrez pas dans le débat public, ce sont les policiers. Parce que les policiers n'aiment pas cela, parce qu'ils ont parfois peur des conséquences d'une prise de parole, mais surtout parce qu'il est extrêmement difficile pour nous d'expliquer ce que nous vivons au quotidien. Comment cet épisode va-t-il être structuré? En premier, je vais vous définir ce qu'est la culture d'une entreprise. En second, j'aborde les 3 niveaux de culture policière au sein de notre institution. À savoir, le niveau général, donc la culture policière commune à l'ensemble des policiers du pays. Le niveau local, la culture policière propre à la zone de police locale ou à la direction dans le cas de la police fédérale. Et le niveau de l'équipe, donc c'est la culture policière au sein d'une brigade. Commençons par définir ce qu'est la culture d'entreprise. L'idée de culture d'entreprise renvoie aux normes sociales au sein d'un groupe, ici les forces de l'ordre. Il s'agit de l'ensemble des pratiques qui sont monnaie courante au sein de cette entreprise, de ce qui se fait, de comment cela se fait et de l'interprétation de ce qu'est un bon employé. Pour illustrer un peu plus vulgairement ce qu'est la culture d'entreprise, prenons 2 entreprises dans le privé. Dans certaines entreprises, à mon avis, elles ne sont pas légion, mais vous allez pouvoir venir en short, travailler en short t-shirt, peut-être une entreprise de la tech. Et dans d'autres entreprises, il va falloir venir travailler en costard. Eh ben, c'est 2 cultures d'entreprise différentes. Et on va voir tout au long de ce podcast qu'en fait, au niveau des zones de police, c'est relativement la même chose. Alors, vous pourrez jamais venir travailler en short t-shirt, en tout cas à l'intervention, quelle que soit la zone de police. Mais il y a des comportements, des normes et des attentes qui sont tout à fait différentes selon que vous travaillez dans telle zone de police, dans tel département de la police fédérale ou même d'une brigade à l'autre. Le premier niveau de la culture policière, c'est le niveau commun à tous les policiers. C'est simplement d'être membre de l'institution. Il y a 5 traits que j'aimerais souligner et ces 5 caractéristiques sont pour moi présentes chez 90 à 95% des collègues. Le premier est la résistance au changement. Peu importe la zone de police, le département de la police fédérale ou le service, l'institution policière est contre le changement. Je pense que chaque policier a déjà un jour posé la question suivante: mais en fait, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Pour se voir répondre: mais parce qu'on a toujours fait comme ça enfin. Et du coup, on fait des choses d'une certaine façon, simplement parce qu'on a toujours fait comme cela, sans forcément prendre du recul et tenter parfois d'améliorer un processus. Pour expliquer et un peu faire l'avocat du diable, les changements peuvent apporter des gains d'efficacité, mais il n'est pas rare que par incompétence et manque de moyens, les changements, surtout informatiques, soient contre-productifs. Et je vais vous donner 2 exemples pour illustrer ce propos. Quand je travaillais dans une zone de police bruxelloise, j'étais à la garde. Donc la garde, c'est ceux qui actent les plaintes, qui viennent à l'accueil et surtout qui font les dossiers urgents de l'intervention. Donc quand il y a une fusillade, bah, l'intervention vient rendre compte à la garde et nous, on tape le PV, quoi. Et en fait, quand vous tapez un PV, en gros, il y a c'est un document où il faut mettre certaines informations dans un certain ordre et il y a énormément de phrases types, que vous mettez et donc en fait, c'est un document très lourd. C'est pas juste, «Il s'est passé ça, point barre». Et donc, en fait, la plupart, des gens qui travaillent à la garde ont ce qu'on appelle des insertions automatiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont taper un certain mot sur, Word, ils vont appuyer sur F3 et il y a toute la rubrique, par exemple, rubrique audition, bah, vous tapez AUD, vous tapez F3 et vous allez avoir tous les droits de l'audition qui se mettent directement dans le PV avec, de telle heure à telle heure, nous avons auditionné telle personne, blablabla. Donc, c'est vraiment un outil qui fait un gain de temps énorme parce qu'un service de garde, vous êtes tout le temps sous pression. Bref, il faut sortir des PV, il faut que ça aille vite, il faut avancer. Donc tous les policiers avaient des insertions automatiques. Et voilà, sans ça, vous ne vous en sortiez pas. Et du jour au lendemain, le service IT a fait une mise à jour qui n'a apporté absolument rien, sauf de supprimer les insertions automatiques. Les collègues sont devenus fous. Honnêtement, le gars qui avait fait cette mise à jour, il passait dans le couloir,
il terminait avec du goudron et des plumes, hein, parce qu'on a perdu du temps, mais de fou furieux. Et l'option de faire des insertions automatiques a juste disparu. Donc maintenant, on doit avoir sur le côté un document Word et on fait des copier-coller entre le document Word et le document où on tape le PV. C'est complètement une perte de temps. Avant, ça marchait beaucoup mieux. Et voilà, il y a un gars qui s'est dit, bah, on va faire un changement pour je ne sais quelle raison. Et du coup, on se retrouve dans une situation complètement aberrante où on a perdu en qualité et bon, perdu en temps. Pour faire le même PV, on va prendre 20 à 30% de temps en plus, tout simplement parce qu'il faut changer de document, faire un copier-coller, l'envoyer, alors qu'avant, je tapais 3 lettres, je tapais F3 et tout était bien mis, quoi. Et le deuxième exemple, ça c'est quand je travaillais dans un service judiciaire. Une fois que vous avez terminé des procès-verbaux, vous devez les scanner pour pouvoir les envoyer, enfin pour pouvoir les mettre dans le système et pouvoir envoyer la copie papier au parquet. Pour ceux qui sont surpris, oui, on envoie toujours les procès-verbaux par papier, par porteur au parquet. Enfin, en tout cas à Bruxelles, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres, mais à mon avis, c'est la même chose. Et donc, on a une imprimante, enfin, une imprimante qui fait avaleuse et on vient, on met le document dedans, on scanne et en fait, ça nous envoie un mail avec le document scanné. Pour je ne sais quelle raison, une imprimante qui fonctionnait très bien, a été remplacée. C'est un mercredi, donc bah, voilà, le gars, il vient, il prend l'ancienne imprimante, il remet une nouvelle, il la branche et puis il s'en va, quoi. Il ne teste pas l'imprimante, évidemment. Donc le collègue qui passe après: «Ah ben en fait, OK, ça marche pas. Bon, d'accord». On vient, on essaye de rappeler le gars qui avait mis l'imprimante, pas de réponse. Finalement, il rappelle et il dit: «Ouais, ben, je passerai lundi prochain, hein». Et donc en fait, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, bon, c'est un peu moins occupé, le week-end, mais on était juste sans capacité de scanner les documents et si on avait des PV par porteur, donc on devait les envoyer très rapidement au juge d'instruction ou quoi pour prendre une décision dans l'urgence. On devait parcourir le bâtiment, espérer trouver une imprimante qui avait cette capacité-là et surtout, bah, ou alors on faisait des photos avec notre téléphone, on envoyait ça par mail. Voilà, ça c'est un signe, bon alors je pense que c'est assez typique à l'État ça, mais on a fait un changement, on a remplacé une imprimante par une autre imprimante. On ne sait pas trop pourquoi il fallait la changer d'ailleurs, parce qu'elle fonctionnait relativement bien. Mais, on n'a même pas vérifié si le changement était bien fait et on a laissé les gens comme ça. Voilà donc, pendant 3 jours, en fait, finalement, le gars est venu que 2 semaines plus tard, pour X ou Y raison. C'est pour ça que les policiers sont parfois un peu, sceptiques par rapport au changement, parce qu'en fait, ils en ont déjà tellement vécu des changements où la situation après était là, mais en fait non, c'est moins bien qu'avant, quoi. Une deuxième généralité de la culture policière, c'est l'absence de confiance de la base vers la hiérarchie. Donc de manière générale, les inspecteurs, qui forment la base du corps de police, n'ont pas fort confiance dans leur hiérarchie et vous trouverez très peu de policiers qui vous diront: «Moi, j'ai confiance en ma hiérarchie pour me soutenir en cas de problème». Par contre, à l'inverse, beaucoup de collègues vous diront de vous couvrir et de tirer le parapluie. Alors, tirer le parapluie, qu'est-ce que c'est? J'explique en 2 mots et la relation entre la base et la hiérarchie fera l'objet, d'un podcast dédié. Mais donc tirer le parapluie, c'est quoi? Bah, c'est en fait l'expression est assez imagée. C'est simplement, on va vous dire de toujours prendre vos précautions, pour vous protéger des éventuelles, retombées de votre travail. Le policier vit en permanence avec l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête, qu'une de ses actions au travail lui provoque des conséquences graves dans son privé. Des perquisitions, privation de liberté, procès, saisie de ses biens et il n'a clairement aucune confiance en sa hiérarchie et en l'institution policière pour mettre en œuvre un cadre qui lui permette de gérer cela. OK, alors attention ici l'idée c'est pas, la hiérarchie qui doit couvrir une bavure, c'est pas du tout ça. Mais c'est bien de soutenir son membre du personnel dans une action en justice après, que le contrôle interne de la zone ait validé que le membre n'a pas commis d'erreur par exemple, ou même que son officier ait regardé l'intervention et se dise: «Bah oui ici il y a pas d'erreur de sa part, on va le soutenir, on va l'aider». Non, non, ici c'est on prend bien ses distances et on le laisse se débrouiller tout seul. Je reviendrai, plus tard avec un exemple par rapport à ça. Et je profite, d'aborder le sujet pour, donner un conseil à tous les collègues, qu'ils soient jeunes ou vieux, qui écoutent, ce podcast. Il faut vraiment absolument, absolument songer à prendre une assurance protection juridique, chez, DAS ou un autre. Enfin, je précise, ce podcast n'est pas sponsorisé parce que ça va vous coûter un peu d'argent certes, mais le jour où vous aurez besoin d'aller consulter, des avocats spécialisés, que ce soit en droit administratif, en droit pénal ou même pour votre privé, vous serez vraiment soulagé. Ne comptez pas,
sur l'intervention de votre zone de police parce qu'elle est soumise à autorisation et elle n'est pas automatique, ni à celle de votre syndicat parce qu'elle n'est pas non plus automatique. Donc vous dépendez de quelqu'un qui peut vous dire oui ou non par rapport au fait qu'on va vous rembourser vos frais. Et à titre d'exemple, en 2023, une heure d'un avocat un peu compétent spécialisé dans ce genre de matière, on est plus ou moins à 200 euros, TVA comprise, de l'heure. Donc les montants peuvent s'envoler rapidement. Pour en revenir dans le fait que les policiers de base, enfin les inspecteurs, n'ont pas fort confiance dans leur hiérarchie, souvent le policier de terrain doit compenser les déficits de l'institution en improvisant. Ce faisant, quand il improvise sur le terrain, parce qu'il doit résoudre une situation et qu'en fait l'institution ne lui en donne pas ni les moyens ni le temps, bah, il doit improviser et il s'attend souvent à être, puni par sa hiérarchie pour ne pas avoir suivi la procédure standard, alors même qu'elle n'était juste pas suivable. Parce que si on suivait cette procédure standard, on est noyé directement. Il y a tout un tas de cas, comme ça, enfin, notamment moi j'ai travaillé dans une zone de police où la nuit, il y avait 2 patrouilles. C'était quand même 2 à 3 patrouilles, c'était une très grosse zone, de police à Bruxelles et les effectifs ne suivaient pas du tout. Et normalement, bah, bref, quand il y a un accident ou quoi, on est censé faire souffler la personne. Et bah, c'était pas du tout automatique. On ne faisait pas du tout souffler tout le temps, tout simplement parce que le fait de faire souffler quelqu'un, ça allait immobiliser s'il était positif, ça allait immobiliser la patrouille pendant plusieurs heures, le temps de faire l'administratif, de s'occuper de monsieur, de faire dépanner le véhicule et cetera et cetera. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, il restait une patrouille sur la zone et c'était une zone, voilà, une zone très, très compliquée et très criminogène et donc on n'était pas capable d'assurer une sécurité, ne serait-ce qu'aux collègues qui devaient intervenir quelque part parce qu'ils allaient intervenir à 2 quoi. Donc voilà, par ça, ça vous donne un peu un exemple du fait que parfois on improvise, on ne suit pas la procédure et parce qu'on n'a pas le choix sur le terrain et ça, c'est des décisions qu'on prend au plus près du terrain. Mais évidemment, s'il y a un souci par rapport à ça, le gars qui va, enquêter là-dessus, il sera bien au chaud dans son bureau, à 15 heures de l'après-midi, à côté du chauffage et lui, il va peut-être pas, avoir la même logique de terrain et donc voilà, ça peut vite devenir compliqué pour les policiers de terrain et pour continuer dans ce style, d'anecdote, lors d'une mission, sur le piétonnier bruxellois, dont le but était de sécuriser de façon discrète la zone piétonne du centre-ville, l'état-major, à l'époque, nous avait fait parvenir, les consignes par mail et donc la mission, c'était un samedi soir, d'août et c'était pendant une vague de chaleur. Il faisait, 32-33 degrés jusque, minuit, 2 heures du matin et dans ce mail, surligné en rouge et mis en gras la mention suivante: «Port du gilet pare-balles obligatoire». Donc le but, c'est de faire une mission en civil pour repérer, bah, voilà, s'il y a des bandes qui agressent, des touristes pour repérer les comportements, problématiques, quoi et on nous demande de mettre notre gilet pare-balles en civil. Donc je précise, on a des gilets pare-balles qui se mettent sous le t-shirt quand on travaille en civil, mais évidemment ça fait une carrure, quoi. Enfin, c'est 5-6 centimètres d'épaisseur, bah, oui, enfin, tout le monde le voit bien, et surtout au niveau des épaules, tout le monde voit bien que vous avez un gilet pare-balles, donc que vous êtes a priori soit flic, soit que vous apprêtez à braquer un truc. Alors là, vous avez une cagoule. Mais donc voilà. Et ça, c'est pour illustrer le fait que la hiérarchie, elle sait quand elle envoie son mail et qu'elle met en gras rouge surligné, taille 40, port du gilet pare-balles obligatoire. Elle sait que c'est pas possible. On ne sait pas réaliser la mission, en appliquant cette consigne et elle sait très bien que on va pas le mettre. On va pas le mettre, c'est sûr et certain, parce que ça sert à rien de sortir, du commissariat avec ce truc-là, parce qu'on est repéré à 200 mètres et le but de travailler en civil, bah, c'est précisément pas être repéré. OK? Donc elle sait très bien qu'on va pas le mettre. Mais par contre, s'il y en a un qui prend un coup de couteau ou une balle, eh ben, ils diront: «Ah ben, allez, c'est vraiment scandaleux, les méchants inspecteurs n'ont pas mis leur gilet pare-balles. Pourtant, on l'avait écrit dans le mail, on avait mis en rouge souligné taille 45 qu'il fallait mettre son gilet pare-balles. Donc nous, on n'est pas responsables, c'est les méchants inspecteurs de terrain qui n'ont pas écouté et qui n'ont pas eu l'intelligence de mettre leur gilet pare-balles». Voilà. Et personne n'est jamais venu vérifier qu'on a mis notre gilet pare-balles, évidemment. Mais par contre, eux, ils ont tiré ce qu'on appelle le parapluie. Donc, ils sont bien couverts. Si ça partait mal sur le terrain et qu'il y avait des blessés, bah, ils pouvaient nous dire: «Ah bah regarde, t'as pas mis ton gilet pare-balles. Donc, c'est ta faute, c'est pas la mienne». Alors même que la mission ne le permettait pas. Alors, le troisième et le quatrième trait du policier en règle générale sont assez concomitants. Le policier est de manière générale un râleur.
Heu, alors c'est dur d'objectiver ça avec, des faits scientifiques, mais je pense que tous les collègues, enfin en tout cas la majorité des collègues abonderont dans mon sens. C'est que le policier est par nature râleur. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, scientifiquement, mais si vous travaillez un jour dans un commissariat, vous vous rendrez compte que, 95 des collègues sont des râleurs. Alors c'est pas grave, hein, pas des mauvais râleurs, mais voilà, ils ont tendance à râler, pour tout. C'est peut-être notre statut de fonctionnaire, c'est peut-être, voilà, nos conditions de travail, je ne sais pas, mais le policier de base est un râleur et ça va assez bien avec le fait que, mais ça c'est lié au métier, le policier est un pessimiste. Donc la culture policière pousse au pessimisme. Un policier ne verra que très rarement une situation sous un œil optimiste. Il se demandera plutôt comment la situation va empirer. Alors peut-être qu'il s'agit d'une déformation professionnelle. Lors des interventions de terrain ou des enquêtes, la situation, elle a toujours tendance à empirer avant de se résoudre. C'est très, très rare les interventions. Vous arrivez, et ben, en fait, ça se résout tout seul. Vous ne devez rien faire. Mais par contre, souvent, vous allez arriver, la chose va empirer. Que ce soit parfois, vous arrivez sur une bagarre et au lieu de continuer à se battre, bah, ils se bagarrent avec vous. Ça, c'est du vécu, je pense que la plupart des policiers pourront vous confirmer. Donc le policier se prépare toujours au pire et imagine comment l'intervention qu'il est occupé à réaliser peut se dégrader. Et alors, bah, il en tire des informations, il met en place des actions pour éviter ce scénario du pire. Vous allez voir, dès qu'un policier, par exemple, va intervenir sur une situation, s'il y a une grosse pierre, une batte de baseball pas loin ou quoi, il va la prendre, il va la jeter plus loin. Pourtant, le mec est peut-être hyper calme devant lui, c'est peut-être quelqu'un tout à fait correct qui jamais ne le ferait, mais pas. Voilà, le policier va jamais prendre le risque. Il va se dire, ouais, ici, si ça part en cacahuète, il y a une pierre là, il y a un truc. Donc c'est un instant de survie. Il est pessimiste, je sais pas si le mot pessimiste est juste dans ce contexte-là, mais il va se dire: «OK, ici, comment est-ce que ça peut dégénérer et comment est-ce que je peux prévenir le fait que ça dégénère? Comme ça, j'ai pas à gérer les conséquences du fait que ça vient de dégénérer, quoi». Donc voilà. Le cinquième et dernier trait général, c'est que le policier, il est résolu. L'état d'esprit général, des policiers, ça il y a pas d'autre il y a pas de meilleur mot que résolu. Le policier, il sait qu'il est pas parfait. Il sait que ses interventions, elles sont pas parfaites. Il sait qu'il manque de moyens, qu'il est pas soutenu par sa hiérarchie et que le changement positif n'est pas pour tout de suite. Mais par contre, appel du 101 après appel du 101, il fait ses missions. Il essaye de faire son métier au mieux de ses compétences et si la police belge tourne à peu près carré aujourd'hui au lieu de ne pas tourner du tout, c'est grâce à l'ensemble des petites mains qui ont décidé que malgré tous les obstacles, malgré le police bashing, malgré les manquements en termes de moyens, d'infrastructures, d'informatique, il faut faire le job. Et le meilleur mot pour décrire cette particularité de la culture policière belge, c'est résolu. Dont la définition, c'est qui sait prendre une résolution, y sait tenir. Et les policiers belges, et je pense de manière générale les policiers, en tout cas en Europe, on a pris la résolution de faire notre métier du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a et de pas pousser la réflexion plus loin sur les moyens parce que de un, ça nous rendrait malade et de 2, ça nous empêcherait peut-être de donner le meilleur. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est cet état d'esprit et cette caractéristique qui a empêché toute action syndicale significative au sein des forces de police. Car l'idée d'une grève est à l'opposé de cette mentalité. Et je pense que la réflexion peut être étendue à l'ensemble des services de secours, tels que les pompiers, les ambulanciers, le personnel hospitalier, qui partagent tous cette mentalité de résolu. On est sur le terrain, il y a un job à faire et on va le faire. Est-ce qu'on va le faire de la meilleure des manières? Non, on va le faire au mieux de nos capacités avec les moyens qu'on a. Et on va faire, le travail sera fait à la fin de notre shift, ou en tout cas, on sera allé le plus loin possible jusqu'au moment où on n'a plus d'énergie. Et ça caractérise quand même 99,9% des policiers. Maintenant, on a fini d'aborder le pilier général de la culture d'entreprise, celui de la police en particulier, donc être simple membre de l'institution, quelles étaient les tendances et les comportements auxquels on pouvait s'attendre. On va parler un peu de la culture de la zone de police. Donc rappelez-vous, il y a la culture de la police en général, de la zone de police et de la brigade ou de l'équipe dans laquelle on est. Au niveau de la zone de police, les zones de police ont un impact direct sur la culture d'entreprise policière des membres de leur personnel. La culture policière d'une zone de police va dépendre énormément des éléments suivants. Le type de population de la zone de police, le leadership de la zone, la structure de la zone en termes d'horaire, de matériel, de formation, la qualité du contrôle interne et la prise en compte du bien-être du personnel. Ces critères vont faire en sorte que la zone développera sa culture particulière et qu'une zone de police peut être complètement différente d'une autre zone
alors même qu'elles sont limitrophes et partagent le même type d'intervention et de population. On peut voir ça par exemple entre Bay-West et la zone Midi qui n'ont pas du tout les mêmes, cultures, policières alors qu'elles partagent, enfin Anderlecht et Molenbeek partagent quand même le même type de population. Au niveau du type de population, la population de la zone de police entraînera immanquablement une culture d'entreprise différente, car les problèmes à solutionner seront différents. Pour imaginer la situation très facilement, prenons un exemple, deux zones bruxelloises, la zone de police Marlow et la zone de police Bruxelles-Ouest, donc Uccle, Watermal-Waffer, Odergem versus Molenbeek, Berchem, Gansoren. Et pour les non-bruxellois qui nous écoutent, la zone Marlow est une zone majoritairement riche. Ce sont des communes où il y a très peu d'immigration et où le salaire moyen est très élevé. Là où la zone de Molenbeek est plus populaire et le salaire moyen est bien, bien moins élevé et on est sur une population majorité musulmane du Maghreb. Le type d'intervention que vous rencontrez les policiers sont tout à fait différents parce que la culture sera tout à fait différente et donc la mentalité et la façon d'intervenir vont faire en sorte que, il y aura 2 cultures policières complètement différentes à Uccle ou à Molenbeek. Pour vous illustrer en quoi le type de population change la culture policière, prenons l'exemple d'une intervention à Molenbeek dans un quartier densément peuplé. Dès que vous allez sortir de la voiture et que vous allez tenter de commencer votre intervention, les passants vont venir voir, va y avoir un attroupement autour de vous. Quasiment directement, il y a 10, 15 personnes qui vous demandent: «Monsieur, qu'est-ce qui se passe?» Parfois pas forcément agressivement, parfois de façon très agressive, mais pas forcément. Et là, du coup, vous avez déjà directement une pression, il y a une chape de plomb, tout le monde vous regarde. La plupart vont sortir leur téléphone et vous allez devoir, gérer cette pression que vous allez peut-être pas avoir dans une zone comme, la zone de police Marlow, où là, quand vous allez, faire votre intervention, la plupart des gens, de un, ils vont vous dire bonjour et puis surtout, ils vont pas rester pendant, 2 heures, regarder votre intervention de police. Il va pas y avoir 15 personnes directement autour de vous et les risques sont pas les mêmes. Vous faites une intervention sur, Uccle, les risques de se faire caillasser sont nettement moins présents que si vous faites la même intervention, à Molenbeek. Et donc, en fait, cette ambiance va induire un comportement différent. À Molenbeek, vous sortez de la voiture, il y a 10 jeunes derrière vous, il y en a un qui vient vous parler, vous êtes déjà tendu. Donc vous risquez directement de répondre de façon assez agressive. Tandis qu'à Uccle, ça va pas du tout être la même situation et donc vous allez répondre beaucoup moins agressivement. Et ça, ce sont des choses qui vont rentrer dans la culture policière de la zone. Il faut bien comprendre que le type d'intervention, qu'un policier va rencontrer au quotidien va laisser une marque sur son comportement professionnel. Un policier qui est habitué à aller sur des bagarres, de façon quotidienne aura un instinct beaucoup plus combatif et sera beaucoup plus prêt au combat qu'un policier qui est plus, envoyé sur des tapages nocturnes. Et donc en fait, la zone et donc le type de population, sur la zone, donc qu'elle soit fort criminogène ou pas, va induire 2 types de policiers différents. On n'intervient pas dans des quartiers chauds à Molenbeek, comme on intervient dans un quartier tranquille à Uccle. Le policier doit s'adapter, à son environnement et à son intervention et évidemment, à force de s'adapter au quotidien, beh, il devient un peu comme ça. Donc un policier qui va toujours aller sur des bagarres va être beaucoup plus, à l'aise déjà sur une bagarre, mais surtout va être peut-être beaucoup plus combattant. Dès qu'il arrive sur une bagarre, il sait quoi faire et il va peut-être prendre des actions beaucoup plus décisives que quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller sur des bagarres. Et donc il faut faire très attention quand on juge ça de l'extérieur, parce qu'il faut prendre l'ensemble, de l'image et pas uniquement un petit point et dire: «Ah oui, mais regardez là, sur cette partie de l'image de l'institution ou du policier, on pourrait dire que bla». Non, non, il faut bien prendre l'ensemble de l'image et faire un dézoom par rapport à ça pour pouvoir poser un avis, par rapport à une intervention ou par rapport à un comportement. L'organisation du corps du police va aussi être très différente afin de répondre au mieux aux problèmes qui se posent sur son territoire et ces 2 facteurs vont, induire des pratiques professionnelles différentes. Le deuxième point d'impact pour une zone de police, c'est le leadership. Donc le leadership d'une zone de police, ça aura un impact immense sur la culture d'entreprise de la zone. Moi, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, hein, c'est entre la zone de police Bruxelles Midi et la zone de police Bruxelles Capitale XL. Ce sont 2 zones qui couvrent un mix de population relativement similaire, avec des quartiers populaires et des quartiers plus aisés. Et par contre, le leadership, de ces zones est
diamétralement opposées. La zone de police Bruxelles Midi est une zone dont le leadership est resté vacant pendant de longues années sans chef de corps à sa tête, uniquement un chef de corps faisant fonction. Sans entrer dans les détails du pourquoi et comment, l'impact d'un manque de leadership sur la zone de police est immense. En l'absence d'un bon patron, une zone de police tombe vite à l'abandon. Des services entiers sont désertés parce qu'ils n'ont pas de vision sur l'avenir. La qualité moyenne du travail descend, hein, quand il n'y a pas de leadership, ça c'est sûr et certain. Et la zone de police peut vite devenir problématique. Non pas parce que le personnel est moins compétent, mais juste parce que s'il n'y a personne à la manœuvre, il n'y a personne pour donner une direction, tout le monde part dans tous les sens. Et tout le monde fait un peu à sa sauce. Et donc, du coup, ça crée tout un tas de points de friction. Voilà, ça c'est vraiment un souci. Par contre, allez, ce que je disais là avait plus trait à la zone de police de Bruxelles Midi. Par contre, la zone de police Bruxelles Capitale XL, qui a ses propres problèmes aussi, bah, le leadership, il est clair, il est de relativement de bonne qualité. On peut avoir son avis là-dessus, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il est de bonne qualité. Et de manière générale, ça tourne beaucoup mieux dans une zone où le leadership est bon, parce qu'en fait, le leadership influence directement la culture d'entreprise. On sait ce qu'on doit faire, on sait comment on doit le faire, on sait ce qui est accepté ou n'est pas accepté. Dans une zone de police où le leadership est compétent, en fait, les services qui composent la zone vont travailler tous entre eux. Donc, c'est-à-dire que le service de garde va travailler en collaboration avec le service judiciaire, avec le service d'intervention, avec le service trafic. Et tout le monde sait ce qui est attendu d'eux et quelles sont leurs missions. À quel moment est-ce que leur mission commence, à quel moment est-ce qu'elle termine et qu'est-ce que leur service partenaire attend d'eux. Et on peut même aller plus bas. Au niveau de l'équipe, c'est la même chose. Quand vous avez un boss qui vous donne des bonnes responsabilités, qui vous dit, toi, tu fais la tâche A, B, toi, tu fais la tâche C, D et toi, tu fais la tâche E, F, évidemment, ça va rouler beaucoup plus facilement. Tandis que dans une zone où il n'y a pas un bon leadership, beh, chaque service va un peu faire ce qui l'arrange bien et pas trop regarder ce que font les autres. Et en fait, chaque service va se sentir abandonné. Typiquement, dans une zone où parfois le leadership n'est pas là, le service intervention, ils ont l'impression de travailler comme des dingues et qu'en fait, les dossiers qu'ils initient ne sont jamais repris par la Jude. Alors peut-être qu'ils le sont, ils sont juste pas au courant, personne leur a fait un feedback. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un signe d'un leadership dysfonctionnel. C'est que si on a l'impression que nous, on fait tout le boulot et que personne d'autre fout rien dans la zone, ben là, il y a un souci. Alors, soit c'est peut-être vrai, et là, il y a vraiment un gros souci, soit c'est pas tout à fait vrai, mais il y a un problème de communication, il y a un problème de leadership qui doit faire en sorte que les gens se sentent entendus et appréciés à leur juste valeur. Pour terminer le point sur le leadership d'une zone de police, il est important de comprendre comment le patron, donc le chef de corps d'une zone, est choisi. Une zone de police, de manière générale en Belgique, elle est pluricommunale, donc elle comprend plusieurs communes. Prenons la zone Marlo par exemple, elle va reprendre Uccle, Watermal-Wafort et Oderghem. Et donc ces zones, ces 3 communes, elles vont, se mettre ensemble pour former un conseil, de police. Donc les 3 bourgmestres, feront partie du conseil de police et les échevins des conseils communaux seront représentés au prorata, de leur score électoral dans le conseil de police. Donc et c'est ce conseil de police qui va choisir, sur candidature, le prochain, chef, de corps de la zone de police. Donc c'est une nomination politique. On est donc en présence d'un système qui place un choix d'une importance capitale dans des mains de gens, qui ne maîtrisent pas l'ensemble des données liées à ce choix. Car être échevin ne donne pas les clés pour comprendre le monde policier, la situation de terrain et ne donne pas non plus la capacité de se poser les bonnes questions par rapport au choix de la bonne personne à même de gérer le corps de police. Donc, outre le manque de compétences des échevins pour faire un choix avisé, il faut aussi tenir compte du contexte politique où le futur chef de corps doit avoir une étiquette de la bonne couleur politique en adéquation avec les partis bah, qui sont aux commandes dans les différentes communes. Une nomination politique dans le milieu policier place rarement l'homme qui est le plus compétent à la tête de la zone de police, mais bien celui qui est le plus accommodant. Imaginez-vous à la place du conseil de police et votre rôle, c'est de choisir le nouveau chef de la police. Vous allez entendre plusieurs prétendants pour le poste. Il y en a un qui vous dit: «Oui, il faut investir, on va, reprendre, le terrain dans certains quartiers où la police ne passe plus, on va faire des actions, on va tout faire en sorte pour que la police, s'améliore et améliore son efficacité». Vous dites: «Ah, louable».
Le gars qui passe après, il vous dit: «Bah, écoutez, moi, je vais pas vous demander plus d'argent». Et on sait que les budgets des communes sont assez tendus. Donc, moi, je vais pas vous demander plus d'argent. On va pas, aller, dans certains quartiers, parce que voilà, ça va juste faire des problèmes. Mais par contre, voilà, nous, on va rester tranquille et vous aurez pas de mes nouvelles pendant 4 ans et il y aura pas de vagues. Évidemment, pour le monde politique, la tentation de prendre la deuxième personne, pas de vague, pas besoin de mettre des sous en plus, elle est énorme parce qu'il faut se mettre à leur place. Ils ont pas les clés pour comprendre, comment fonctionne une zone de police, donc ils passent d'office par le chef de corps et s'ils ont un chef de corps qui veut tout changer et qui veut, améliorer les choses, va y avoir des frictions, va y avoir du changement, ça va générer des problèmes. Il va falloir donner plus de sous et un gars qui vient, qui dit: «Bon, on va faire comme avant, on va rien changer, on va pas demander plus d'argent», bah, c'est confortable évidemment en tant qu'homme politique d'entendre ça et de valider un discours pareil. Le point suivant, c'est la structure de la zone de police, au niveau de l'horaire, du matériel, de la formation et de l'infrastructure. La structure de la zone de police et son fonctionnement interne ont un impact majeur sur la culture d'entreprise policière. Si l'horaire est adapté aux membres du personnel, réfléchi dans le but d'accommoder les besoins de service et la vie privée des policiers, cela aura bien évidemment un impact sur la qualité du travail et sur les mentalités des policiers qui travaillent dans cette zone. De plus, si les jours de repos sont respectés, cela jouera aussi énormément sur la qualité du travail car un policier reposé, qui a le temps de refaire son stock d'empathie, sera un bien meilleur policier que celui qui doit remonter souvent, involontairement, sur ses jours de repos. Celui-là sera beaucoup plus rapidement en burn-out d'empathie. Les infrastructures sont aussi un problème majeur au niveau des services de police. L'environnement d'un commissariat affecte l'humeur et la motivation des policiers. Certaines zones possèdent des commissariats désuets et pratiquement dangereux pour le personnel. Certains commissariats, il y a des rats, il y a des problèmes d'humidité. Les locaux n'ont plus été repeints depuis la fusion des polices en 2001. Les locaux sont sales. Et donc évidemment, quand vous travaillez dans un environnement comme ça tous les jours, que vous devez accueillir des gens qui portent plainte dans des locaux qui n'ont jamais été repeints depuis 20 ans, dont le mobilier est dégradé, le carrelage est dégradé, bah, évidemment, votre fierté de travail en prend énormément un coup parce que vous vous en rendez compte que les conditions ne sont pas correctes, hein, et ça joue énormément sur votre motivation parce que vous n'êtes pas forcément fier de faire ce travail dans des conditions pareilles. Alors la formation, c'est aussi un point noir, de la police et on y reviendra dans un podcast dédié à cela. Mais de manière générale, on voit une différence entre certaines zones qui investissent un peu plus dans la formation, enfin dans des formations de qualité et les policiers de ces zones se sentent plus à l'aise. Bah, personnellement, moi sur mes 8 années de police, je compte sur les doigts d'une main, les formations intéressantes que j'ai suivies. Pour 2 raisons, parce qu'on n'a pas le temps de suivre, des formations. Il faut tout le temps, fournir, du personnel pour, divers services et parce qu'au niveau de ces formations, la qualité et l'intérêt de ces formations est souvent aberrante. Typiquement, en règle générale, une formation police, qui n'est pas maîtrise de la violence et cetera, donc qui a un truc théorique. Les 4 premières heures, ce sont une vingtaine de slides où le professeur lit les textes de loi, qui s'appliquent par rapport à la matière qu'on va faire après. C'est complètement aberrant, il n'explique rien, il vous lit littéralement ce qu'il a mis sur le PowerPoint, donc la loi du, 12 janvier 1992, contraignant voilà, je n'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais vous voyez l'idée, donc c'est d'une aridité, c'est d'un intérêt, presque nul, alors parce qu'il doit effectivement passer la partie légale, peigne fin, mais voilà, il y a moyen de rendre ça un peu plus, vivant et au-delà de ça, la qualité souvent des formations derrière même, sans ce problème de technique d'enseignement, on va dire ça comme ça, est quand même vraiment très limitée. La seule formation obligatoire, c'est la formation dite GPI 48, qui doit être suivie 4 fois par an pour tous les policiers et qui comprend un mix de théorie, de tir, de dojo et d'intervention policière. Alors sur papier, ça a l'air incroyable, mais uniquement sur papier. Enfin, je crois que ça dépend très fort des zones et des moniteurs que vous avez, mais de manière générale, les formations GPI 48, c'est pas incroyable. Vous allez tirer 30 cartouches et alors selon l'envie du moniteur, ce sera un peu plus fun, ou juste mécanique. Donc il y a des moniteurs qui vont faire des petits exercices et essayer de vous corriger. Il y en a d'autres qui vont vous dire: «Chargez 2 chargeurs, de 15 munitions, pa 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 pam, ah changement de chargeur, pa 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 pam et terminé, ciao, bonsoir», quoi. Donc après 10 minutes, vous avez tiré vos 30 coups et après ça, bah, vous avez un petit séjour au dojo, vous rappeler des clés de bras qui ne fonctionnent pas et que vous n'utiliserez jamais, jamais, jamais en rue parce que ça ne fonctionne pas.
mais comme elles sont prévues dans l'arrêté royal et qu'il faut les rappeler, bah, le moniteur vous les rappelle tout en vous disant: «Ça ne fonctionne pas». Voilà. Et après vous avez le module, intervention policière. Alors il s'agit souvent des fouilles de personnes ou d'un contrôle d'un individu donné. C'est souvent donné par des moniteurs un peu Rambo qui sortent plus en rue depuis quelques années et qui enseignent des principes, en total décalage avec ce qui se fait en rue. Principe, simple, on va vous dire: «Ah ben quand vous demandez une carte d'identité, le particulier doit tendre son bras, vous tendez votre bras aussi et donc de bout de bras en bout de bras, vous allez du bout des doigts chercher sa carte d'identité. Comme ça, il y a 2 mètres entre vous. S'il veut vous mettre une droite, il sait pas le faire». Alors sur le fond, personne discute, que oui, c'est bien d'avoir 2 mètres entre lui et nous. Essayez de faire ça sur un trottoir à Bruxelles, vous allez lui dire: «Monsieur, tendez le bras» et vous allez venir délicatement en tendant le bras. Le gars va se foutre de votre gueule, tout le quartier va se dire: «Mais c'est quoi celui-là?» et surtout, il y a juste pas la place, quoi. Parce qu'il y a des gens derrière vous, vous allez être bousculé, enfin, on ne sait pas faire ça. Et ici, je prends un exemple à la con, mais des exemples de ce style-là, de par rapport des décalages entre ce qui nous est enseigné et ce qu'on fait sur le terrain, il y en a une pléthore. Ce qu'il faut retenir de l'impact des horaires, de l'infrastructure, de la formation et cetera sur, la culture, de la zone, c'est que ce sont des jauges, que le policier va utiliser pour voir si sa hiérarchie se soucie de lui. Et quand trop de jaunes sont dans le rouge, bah, il y a un sentiment d'abandon, qui impacte la culture policière de cette zone. Selon les zones de police, la mentalité de la zone est différente. Quand la zone est bien tenue, au niveau du leadership, des horaires, du contrôle interne et du bien-être du personnel, la mentalité de chaque policier est relativement bonne et les comportements violents, pessimistes ou je m'en foutistes sont plutôt l'exception que la règle. Le problème, c'est qu'en 2023, très peu de zones de police vont cocher l'ensemble des cases de cette checklist. Pire, certaines zones de police vont n'en cocher pratiquement aucune. On assiste dans certaines zones de police à la création d'une culture policière délétère, violences répétées, harcèlement en interne, mauvais service aux citoyens, comme des refus d'acter des plaintes, renvoi vers d'autres zones de police pour acter la plainte, voire même des comportements carrément hors la loi, alcool en service, service de prostituées. Évidemment, ces dérives ne sont pas légion, il ne faut pas noircir le tableau. La police belge, de manière générale, est intègre, mais ils existent et ils doivent être combattus. Bien souvent, en interne, l'omerta est de mise et beaucoup de monde sait ce qui se passe, mais personne ne dira rien. Cette culture policière prend racine dans une zone qui est dysfonctionnelle et s'épanouit dans une équipe brigade qui l'est encore plus. Ce genre d'équipe, bien souvent l'équipe dite disciplinaire, c'est-à-dire l'équipe où les plus fortes têtes et les policiers problématiques sont rassemblés, doivent avoir un leadership exemplaire pour ne pas sombrer dans ces dérives. Et il existe des cas où malheureusement ce n'est pas le cas. Je pense que la plupart des collègues dans certaines zones peuvent se dire: «Ah ouais, mais l'équipe numéro 3, je dis 3 par hasard, l'équipe numéro 3, ouais, eux, c'est tous des sauvages, ils boxent avant de causer, ils se keuvent, enfin, il y a des équipes comme ça où, en interne, elles ont une réputation. Alors est-ce qu'elle est toujours justifiée ou pas? Ça, je peux pas me prononcer. Mais en tout cas, il y a des choses qui se savent et dont on ne fait rien. Alors, est-ce qu'il existe des zones de police dont la culture intrinsèque est dysfonctionnelle? Oui, c'est un secret de polichinelle, au sein de la police, mais il existe des zones de police meilleures que d'autres. Il existe des zones de police où la culture est à bien faire les choses, où le personnel est relativement bien pris en considération, j'insiste sur le relativement, et ces zones qui essaient de proposer un cadre de travail moderne. D'autres zones de police sont clairement à l'abandon, et la motivation y est au plus bas. Ces faits sont connus dans le milieu policier et il y a plusieurs moyens de voir si la zone, tourne bien ou pas. Regardez la moyenne d'âge dans les brigades d'intervention. Si vous avez un turnover, de fou furieux, donc c'est-à-dire au bout de 4, 5, 6 ans, les gens s'en vont et ne restent pas dans la zone, ça c'est déjà une mauvaise indication et puis regardez en fait le nombre de condamnations judiciaires. Il y a des zones de police où, bah, voilà, il y a beaucoup plus de condamnations policières. Alors il faut prendre en compte la taille, de la zone de police évidemment, si vous comparez, une zone où il y a 100 personnes à une zone, où il y a 2 500 policiers, bah, oui, vous allez peut-être avoir plus de condamnations policières dans la zone de 2 500, mais ça c'est juste un effet de masse. Mais par contre, effectivement, il y a des zones qui fonctionnent mieux que d'autres, et on peut l'objectiver grâce à ces 2 critères. Il nous reste maintenant à aborder le dernier niveau de la culture policière, c'est-à-dire la culture qui règne, au sein de l'équipe du policier. Ce niveau est le plus impactant, pour le comportement du policier. Alors ce qu'il faut bien comprendre,
C'est que la culture policière globale, au niveau de l'institution, impacte la culture zonale. La culture zonale, dépendante de l'ensemble des facteurs abordés plus haut, va, elle, impacter la culture d'équipe. Et c'est au niveau de la culture d'équipe que les normes de travail vont se définir. C'est vraiment au niveau de l'équipe que les comportements acceptés et acceptables se font. Et c'est au niveau de l'équipe que l'éthique professionnelle se joue. Une bonne équipe avec un leadership cohérent et compréhensif n'aura pas ou peu de policiers dysfonctionnels. Les policiers connaîtront le comportement acceptable qui est attendu d'eux et définition dans l'équipe de ce qu'est un bon flic. Et évidemment, la définition de ce qu'est un bon flic dans les bonnes équipes est une bonne définition. On va attendre du professionnalisme, de la compétence, un esprit d'équipe à toute épreuve, un service aux citoyens, tout en garantissant aux policiers un espace stable et correct où il pourra s'exprimer et partager ses doutes avec ses collègues. Ça, c'est un peu l'exemple type d'une bonne équipe. Après, évidemment, dans les équipes dysfonctionnelles, vous aurez l'image du flic idéal, donc de ce qui est attendu du flic, qui sera différente. Les comportements acceptables, eux, seront dysfonctionnels. Donc, on acceptera des comportements qui, normalement, ne devraient jamais être acceptés. Et parfois, même pire, le flic idéal sera en fait un flic complètement dysfonctionnel. Pour exemplarifier tout ça, dans ma carrière, j'ai connu des brigades où la culture de l'équipe était relativement dysfonctionnelle. Vais vous donner un exemple. Certaines équipes, le but, c'était d'en faire le moins possible. Vous étiez un bon flic si vous parveniez à ne jamais rédiger de procès verbal. Quand bien même l'intervention nécessitait un procès verbal, ben, vous parveniez à scuiver, comme on dit à Bruxelles, que ce soit à la garde ou à l'accueil. L'équipe avait une tendance à renvoyer les gens pour le moindre détail manquant et à leur demander de revenir, soit plus tard, et alors on fixait un rendez-vous à un moment où l'équipe ne travaillait pas, soit à carrément les renvoyer vers un autre commissariat. Le coup classique, c'est, vous avez perdu votre portefeuille, à Bruges, vous débarquez à Bruxelles pour dire: «Ah bah, j'ai perdu mon portefeuille» et on vous dit: «Non monsieur, il faut aller porter plainte à la police de Bruges». Ou alors, ça aussi on a déjà souvent entendu, vous venez: «Ah ben, on a cassé la vitre de mon véhicule, dans telle commune et il y avait des caméras juste à côté. Ah monsieur, il faut aller porter plainte, là où les caméras sont, nous on n'a pas accès à ça». Alors factuellement, c'est vrai qu'on n'a pas accès à ces caméras-là, mais on peut très bien envoyer une demande et de toute façon, la personne a le droit de porter plainte à cet endroit-là. Et pour l'anecdote, cette équipe, elle avait trouvé le moyen d'éteindre, l'enseigne lumineuse bleue du commissariat. Vous voyez les grosses enseignes qui sont affichées dans la rue? Et en l'éteignant, ils éteignaient en parallèle les lumières du commissariat la nuit et en fait, ils faisaient croire aux gens que le commissariat était fermé et ils s'assuraient comme ça que personne venait porter plainte au guichet. Bah, vu que les gens passaient devant, le panneau lumineux était coupé, les lumières étaient éteintes. Donc en fait, bah, voilà, ils disaient: «Ah OK, le poste de police est fermé cette nuit, quoi». Pour terminer, il est important d'expliquer qu'il y a des cultures d'équipe et de zones dysfonctionnelles, mais j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une petite fraction des équipes et des zones de police. Et que le fait que de manière globale, la police belge est de qualité est un miracle, et c'est le témoin de la grande force morale et de caractère des policiers. Parce qu'au moment d'enregistrer ce podcast, l'ensemble des voyants de la police, sont soit au rouge, soit à l'orange. Nous sommes critiqués, lynchés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Notre statut social est détricoté par le gouvernement. Nous souffrons d'un manque de moyens chronique et d'une justice à l'agonie et malgré ça, le nombre de zones de police ou d'équipes ayant une culture policière dysfonctionnelle est restreint et ça c'est dû uniquement à la bonne volonté et aux efforts, du personnel policier. Alors c'est sûr que dans les médias, on va toujours parler des policiers qui font mal leur travail, qui vont finir, en prison, qui sont, jugés et cetera. Mais il y aura un podcast, uniquement là-dessus, mais il faut vraiment se rendre compte qu'évidemment, sur l'ensemble des 45 000 policiers, la fraction qui arrive dans les médias est minime. On ne parle même pas de 1 des policiers. Mais évidemment, elle fait beaucoup de bruit, et l'attention médiatique se concentre sur ces quelques policiers qui font, n'importe quoi, mais c'est pas du tout représentatif du travail de l'ensemble du corps de police.